Le ciel m'a toujours fasciné et je ne suis pas le seul. Passionné de nature et d'histoire, je me suis souvent rappelé que les étoiles et planètes que j'observe avaient été disséquées par d'autres yeux de la même manière il y a des milliers d'années, avec une vue très similaire à celle se dévoilant maintenant. C'est comme un lien intemporel entre le passé et le présent. Les peuples anciens qui s'y fiaient pour se déplacer et s'orienter, et les randonneurs modernes qui les observent aujourd'hui pour le simple plaisir des yeux et de l'âme. Aujourd'hui, bien que nous disposions de technologies avancées pour nous orienter, les étoiles continuent de captiver notre imagination et de nourrir notre esprit d'aventure. Je vais d'ailleurs à la rencontre de Bernard Malenfant, fondateur de l'Astrolabe du Mont Mégantic, celui qu'on appelle le Monsieur des Étoiles. Je chantais quand j'avais 8 ans à la cathédrale de Sherbrooke dans la chorale. Et les soirs de pratique, je pouvais revenir un peu plus tard. Puis un soir, en revenant de chez mon ami en bas de la côte après la pratique de la chorale, j'avais remarqué dans le ciel 3 étoiles que je trouvais vraiment magnifiques. Je comprenais pas pourquoi j'étais si impliqué que ça dans une histoire de 3 étoiles. Pourquoi est-ce que j'étais fasciné. Et donc, en revenant de la cathédrale, encore une fois, j'ai vu encore à nouveau les 3 étoiles. Puis là, je me suis dit, ça va être facile à trouver. Au-dessus de la maison, par-dessus la cheminée, sur le trottoir, je me tiens là, puis je vais toujours trouver mes 3 étoiles. Fait que je suis revenu une semaine après, à une heure différente. J'ai arrêté au bon endroit, puis là, j'ai regardé, puis les étoiles avaient bougé dans le ciel. Et je suis parti courir pour dire à maman, maman, les étoiles ont bougé dans le ciel. Et c'est là que j'ai fini par comprendre que les étoiles bougeaient parce que la Terre tournait. Puis c'est comme ça que je suis tombé en amour avec l'étoile de la ceinture d'Orion. Et c'est comme ça que mon histoire commence avec les étoiles qui m'ont mené au Mont Mégantic, dans le fond. La première fois que je suis arrivé au Mont Mégantic, c'était en 1974. Il n'y avait pas encore de chemin qui montait. Le chemin qui va au sommet du Mont Mégantic a été fait par l'Université de Montréal pour l'Observatoire. Mais il y avait déjà un chemin qui montait à une petite chapelle qui était encore en haut du Mont Saint-Joseph. Et là, il y avait une espèce de promontoire de ciment qui avait été fait pour une antenne. Et j'étais debout, puis j'ai une photo de moi sur une patte en train de regarder vers le Mont Mégantic, ne sachant pas qu'un jour... j'y serais là à regarder l'univers et j'ai toujours aimé ça, regarder loin, mais c'est à l'observatoire que j'ai vu le plus loin dans l'univers. J'ai travaillé à l'observatoire lors de la construction avant que le télescope arrive. Je me plais à dire que j'étais dans une des boîtes avec le télescope, puis mon patron a tourné la manivelle, puis je suis apparu. Et donc, dans cette histoire-là, j'ai été là jusqu'en 2016, après 38 ans. Quand je suis arrivé à l'observatoire, je travaillais jour et nuit à installer les caméras, faire fonctionner ça. Il y avait toutes sortes d'enjeux, mais ça sonnait toujours à la porte. Et j'allais répondre. Et si moi, j'avais pas travaillé à l'observatoire, j'aurais été le premier à sonner à la porte. Donc, je trouvais ça bien de pouvoir répondre aux questions, mais ça me nuisait dans l'avancement de mon travail. Ça fait que j'avais convaincu le directeur de l'époque, celui qui m'a engagé, René Racine, que ça serait bien de pouvoir faire des visites à l'observatoire parce que les gens vont venir poser des questions. Il n'y a pas d'infrastructure touristique dans les universités, donc j'avais trouvé avec M. Racine l'idée d'engager 2 étudiants qui seraient là pour répondre aux questions le jour à l'observatoire. Et c'est comme ça que ça a commencé. La première soirée d'astronomie qu'on a fait, c'était en juin 1978. C'était pour le public. Ça avait passé dans les journaux, l'Observatoire du Mont Mégantic, le plus gros télescope. Et il y avait toujours pas d'infrastructure. J'étais seul avec un astronome du nom de Jean-René Roy. Et il y a au-dessus de 1000 personnes qui se sont pointées un samedi soir, qui avaient une annonce officielle qu'ils pouvaient venir regarder dans le télescope. Je voyais déjà qu'il y avait un engouement. Donc, l'idée maîtresse de l'Astrolabe, c'était de rendre le ciel accessible à tous et non pas juste aux chercheurs des universités.
En 1981, j'ai créé avec un groupe d'amis le Festival d'astronomie populaire du Mont-Mégantic qui nous permettait de faire des visites à l'observatoire, de donner des conférences, mais qui permettait aussi d'aller chercher de l'argent et d'engager des étudiants qui viendraient vulgariser au public. Et donc, le Festival d'astronomie est à l'origine de l'Astrolabe. En 1985, on avait eu Hubert Reeves qui était venu donner 3 conférences. On faisait ça dans l'église du village. Il y avait 500 personnes dans la salle qui voulaient entendre parler M. Reeves et qui était déjà très populaire à l'époque. Et à partir de 1985, on a eu l'idée brillante de faire une étude de faisabilité que le gouvernement nous a donnée. À la télé, ça marquait visiter l'Observatoire du Mont-Mégantic. Ça clignotait gratuit. Ça fait qu'il y a 35 000 personnes qui sont passées en 10 semaines. Donc, c'était à partir de là, il y a eu une fondation qui a été créée, puis l'Astrolabe est née en 1996. Depuis la nuit des temps, les étoiles ont été des guides silencieuses pour l'humanité. Nos ancêtres, qu'ils soient navigateurs des vastes océans, nomades des déserts arides ou habitants des forêts denses, ont tous levé les yeux vers le ciel pour trouver leur chemin. Les constellations, ces figures lumineuses dessinées dans la toile noire de la nuit, servaient de boussole céleste, aidant les voyageurs à se repérer et à se déplacer avec confiance et précision. Le Mont-Mégantic, pour les Autochtones, c'était comme un échangeur. C'est-à-dire qu'on peut remonter la rivière Chaudière puis aller descendre la rivière Connecticut. On peut remonter la rivière Saint-François puis aller redescendre la rivière Clyde. Où il y a plein de rivières qui mènent à l'Atlantique. Et le Mont-Mégantic est la tête de la rivière Chaudière puis de la rivière Saint-François. Donc, il y a eu beaucoup de passages d'Autochtones dans la région. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils ont beaucoup d'affection pour la Lune et le Soleil. Le Soleil, évidemment, parce que c'est des cérémonies, le solstice, l'équinoxe, comme beaucoup autour de la planète, mais la Lune particulièrement, qui est représentée par une tortue, et les 13 écailles de la tortue représentent les 13 lunes de l'année. Donc, eux, c'est associé au calendrier. Donc, la Lune, ça représente la Lune des moissons, la Lune des tempêtes. Donc, et comme ça qu'eux autres la définissaient, et c'était pour eux un calendrier. Et donc, quand ils se déplaçaient, ils allaient en fonction de la Lune et du Soleil. Et ils regardaient évidemment l'étoile polaire, qu'ils savaient déjà que c'était une étoile qui bougeait pas dans le ciel, donc ça leur permettait de s'orienter. Ma sensibilité à l'univers, à la nature et tout ça, c'est vraiment arrivé pour moi en regardant le ciel. Et ce que j'ai vécu, moi, je pense que tous les gens qui viennent ici le vivent. Quand ils comprennent qu'on est de la poussière des étoiles, que notre Soleil est une étoile parmi les autres, et etc. Donc, on comprend que l'univers est vaste et qu'on est chanceux d'avoir une planète comme la nôtre. Et c'est un peu la mission que se donne l'Astrolabe, c'est le parc de la Terre aux étoiles. Donc, on fait de l'animation, on explique les étoiles, on explique la création de la vie dans l'évolution de l'univers. Et après, les gens vont faire des randonnées en sentier pour justement les sensibiliser. Puis, on a un gros projet en construction au sommet à l'automne qui va faire une exosphère, qui va parler justement de notre planète et de pourquoi c'est important de la sauvegarder. Puis c'est la mission qu'on se donne, c'est-à-dire sauvons notre planète, on comprend l'univers, on est des privilégiés, faisons attention à notre vie, la vie qu'on a sur la Terre. Les Sentiers de l'Estrie, c'est vraiment un groupe de bénévoles qui œuvrent dans la région, puis qui rendent la forêt accessible, qui permet aux gens qui veulent aller connaître un peu plus leur environnement, puis les cantons de l'Est s'y prêtent beaucoup.
Je suis sur la boucle du mont Chapman. C'est une montagne qui fait 658 mètres, ici dans la région de Stoke. Ça fait partie, ça, d'un réseau de plus de 200 km entretenu par l'organisme Les Sentiers de l'Estrie qui va fêter ses 50 ans bientôt. En fait, un organisme qui a le même âge que moi, qui est né en 1976. Le mont Chapman, ici, ça fait aussi partie de la première réserve internationale du ciel étoilé de Mont-Mégantic. La boucle comme telle que je vais réaliser aujourd'hui, c'est 8,5 km. Tu parles de randonneur. Moi, je me suis toujours vu comme un coureur des bois. J'ai couru le Mont-Mégantic à gauche, à droite, en courant dans la forêt. Mais quand j'étais ado, même enfant, j'aimais ça monter des montagnes. Je savais pas que je me ramasserais au Mont-Mégantic encore, mais j'ai fait tous les montagnes de l'Estrie, les sentiers de l'Estrie, le Mont Chapman, près des lacs Brompton, etc. Donc, il y avait déjà des sentiers qui existaient quand j'étais enfant. Mais moi, j'aimais ça courir. Et donc, je courais dans la forêt. Puis quand je suis arrivé au Mont-Mégantic, j'ai continué à courir. Les arbres, pour moi, ça a toujours été important. Quand j'étais enfant, j'avais un arbre que j'ai beaucoup aimé, qui est parti dans une tempête. Je venais d'acheter ma maison, puis j'ai pris des petits hélicoptères, puis je les ai plantés derrière ma maison. Mais cet arbre-là, maintenant, il est rendu gigantesque. Et c'est encore mon arbre. Et j'ai des arbres amis à Sherbrooke. Là. Je vais prendre des marches dans le quartier où je suis venu au monde, puis j'arrête les voir. Puis les jasettes avec les arbres. Je me dis peut-être que sur une période de 200 ans, ils vont ramasser des petites bribes de l'amour que je peux donner à la nature. C'est important, Alexis. Les Sentiers de l'Estrie, c'est vraiment un groupe de bénévoles qui œuvrent depuis des années et qui ont fait des sentiers un peu partout dans la région, puis qui rendent la forêt accessible sur des terrains privés, sur des terres de la couronne, qui permet aux gens qui veulent aller connaître un peu plus leur environnement. Puis les cantons de l'Est s'y prêtent beaucoup. Donc aujourd'hui, je suis un petit peu plus vieux. Je ne cours plus aussi vite que je courais, mais j'aime encore faire des randonnées. Pour moi, ici, entre autres, au Mont-Mégantic, on a des beaux sentiers, mais tous les montagnes des cantons de l'Est sont des sentiers. Tous les forêts sont accessibles. Puis les Sentiers de l'Estrie font un excellent travail de faire tout ça à la main. Là. Il y a un environnement naturel qui est développé puis qui est vraiment agréable à marcher. Salut! Salut! Un gros job? Ah oui, l'entretien de sentier, là, ça demande tout le temps d'être amélioré. Oui, vous êtes bénévole là, ici? Oui. Depuis longtemps? Ah, plus de 30 ans. Ah, 30 ans? Ah, plus de 30 ans. Okay. Pour les Sentiers de l'Estrie? Oui. Dans l'organisation? OK. Oui, OK. oui. Ouais, ça fait longtemps que ça marche, ça? Oui, c'est dans ce secteur ici, mais le secteur il a été réaménagé réellement, là, professionnellement. On le voit que c'est bien fait, d'ailleurs, puis que c'est bien travaillé, puis qu'il y a beaucoup de gens qui sont consciencieux, puis qui viennent régulièrement aussi. Vous êtes une grosse équipe de bénévoles? Pour l'ensemble des sentiers, là, le sentier a plus de 200 km. C'est divisé en secteurs. On a plus de 20 superviseurs de zone qui s'occupent chacun de leur secteur. Oui. Les bénévoles, ça peut être les membres. OK, on les affiche. Des fois, on affiche nos sorties au calendrier. Donc, des fois, il y a des gens qui arrivent qu'on n'a jamais vus puis qui viennent faire l'entretien. Puis aussi, on se garde une liste de bénévoles. OK? Donc, il y a des gens qui se disent, OK, moi, je veux être sur la liste de bénévoles à l'entretien. Mais ça peut arriver un petit peu n'importe quand dans l'année qu'on a besoin. Donc, notre liste, elle dit les gens où est-ce qu'ils habitent parce que notre réseau, il est très étendu. Oui. OK? Donc, il y a Kingsbury, OK, même Richmond jusqu'à la frontière américaine, les Monstoke, OK? Ça fait que les bénévoles, on sait en gros dans quelle région, quelle ville ils habitent. Donc, les superviseurs, quand ils contactent, ils essayent de prendre Les bénévoles, c'est les travaux légers, normalement. Là. Les bénévoles, c'est principalement ramasser les branches, couper les petits arbres, OK, à petite scie.
est branché avec un Garder sécateur. le sentier propre et sécuritaire. Il faut tout le temps, au moins minimum, s'assurer qu'il y a de belles herbes, puis les panneaux de direction, quand on arrive, OK, soient corrects. Comment ça marche pour les... Là, vous parlez de travaux légers, mais quand il y a des infrastructures à construire ou des trucs plus lourds, là, c'est pas vous à ce moment-là. Ça, c'est l'équipe d'aménagement. Quand ça prend une scie mécanique, là, Ouais, c'est c'est autre ça. chose. Par le site Internet, OK, on annonce, OK, ce besoin-là. Puis là, mais il y a OK. quelqu'un qui vient puis envoie quelqu'un. Là, je vous ai vu installer la banderole, le ruban, là. C'est parce qu'il y a des gens qui passaient ici et qui suivaient pas le sentier, c'est ça? Oui, on fait un beau sentier, mais on demande aux gens OK, de respecter, de rester dans le sentier et pas d'aller partout. Bon, c'est normal, on veut les préserver. D'ailleurs, vous avez une politique que j'ai entendue sur les sentiers en Estrie avec plusieurs organismes, entre autres les MRC, mais qui est pilotée par les Sentiers de l'Estrie, justement, pour s'assurer que les sentiers, on les conserve, qu'on conserve les droits de passage, que ça grandisse, mais que tout ça se fasse de façon aussi éco-responsable. Hein? Oui, étant donné que les sentiers, dans certains endroits, ils passent dans des réserves naturelles, c'est vraiment de l'aménagement low impact. Oui. OK, donc bas impact. On essaie de faire profiter aux gens de la nature tout en ne nuisant pas OK, le moins possible à la faune et à la flore. Ça, c'est un beau modèle, cette mise en place-là de politique puis de consultation aussi des gens du public. Je pense que ça va faire des petits dans le reste de la province, on le souhaite. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, à plusieurs endroits, on parle de la forêt Domtar. Donc ici, c'est une forêt qui appartient à cette entreprise-là. Ouais. Souvent, je trouve qu'on les voit comme des gros méchants, mais ici, il y a une belle collaboration là, avec les Sentiers de l'Estrie, entre autres. Oui, depuis le début, depuis la fin des années 70, Domtar nous a permis d'aménager 10 km de sentiers. Ça a été comme ça jusqu'à dans les années 2000, 2003, 2004. OK, et maintenant, on a plus de 30 km de sentiers dans les Monsters. Et maintenant, Domtar, OK, il collabore avec nous pour dire, passez votre sentier-là, on n'aura pas coupé dans votre sentier. Dans le fond, votre travail est vraiment au cœur de la mission des Sentiers de l'Estrie, qui est de donner accès aux sentiers puis de façon sécuritaire. C'est vraiment intéressant. Je vous laisse travailler. Je sais que vous avez bien du travail. Merci beaucoup pour les infos. Lâchez pas. C'est ça qui est le but. Salut. Plaisir. Bye bye. Bye, salut. C'est important comme marcheur de savoir pouvoir s'orienter. C'est pour ça qu'une formation boussole, carte et maintenant GPS, ça va vous permettre de vous sécuriser et d'approfondir des connaissances qui vont peut-être vous permettre de vous sauver si vous étiez mal pris. Quand on part en longue randonnée, c'est important comme marcheur de savoir pouvoir s'orienter. Ici, par exemple, dans les sentiers qui sont gérés par l'organisme Les Sentiers de l'Estrie, c'est possible de pouvoir partir plusieurs jours à travers ces 200 km de tracé. C'est pour ça qu'une formation, et je vous le suggère fortement, boussole, carte et maintenant GPS, ça va vous permettre de vous sécuriser et d'approfondir des connaissances qui vont peut-être vous permettre éventuellement de vous sauver si vous étiez mal pris. La petite boussole, ça fonctionne pas tout seul, ça fonctionne aussi avec une carte et avec des points d'azimut, par exemple. Alors, ça va être important pour vous de bien connaître toutes ces données importantes pour vous orienter. Sur une carte, on va retrouver la Rose des Vents. C'est pas juste un beau dessin, ça explique vraiment les directions nord, sud, est, ouest
l'échelle aussi des distances, mais on a les courbes topographiques qui sont très importantes parce que ça va vous donner le dénivelé aussi tout au long de votre randonnée et donc la difficulté que vous allez avoir à affronter tout au long. À une époque pas si lointaine, on s'orientait à partir des étoiles. D'ailleurs, on peut le faire encore aujourd'hui. On l'apprend ici dans la région de Mégantic à travers l'Astrolabe parce que, bon, on a par exemple l'étoile polaire qui est une étoile fixe dans le ciel, donc qui nous permet de pouvoir nous orienter à travers le territoire. Mais c'est beaucoup plus facile de le faire à partir d'outils qu'on traîne avec soi-même. Pour les randonneurs modernes, lever les yeux vers le ciel étoilé est devenu une manière de se reconnecter avec la nature et de ressentir, peut-être, un lien avec nos ancêtres. En admirant ces mêmes étoiles qui ont guidé tant de voyageurs avant nous, nous partageons une expérience universelle, une contemplation du cosmos qui transcende le temps et l'espace. Les étoiles ont façonné les voyages et les cultures humaines et elles continuent d'inspirer les explorateurs d'aujourd'hui. Entamons sans retenue de nouvelles aventures sous les étoiles. Ouvrons nos esprits et nos cœurs à la magie du ciel nocturne. Que chaque étoile que nous contemplons nous rappelle les innombrables histoires et les nombreux voyages qui ont traversé les âges. Préparez-vous à être émerveillés et inspirés par la beauté éternelle du ciel étoilé.